que voler le vôtre. Alors que je réfléchissais à mon intervention pour ce colloque, c'est la question de la responsabilité qui s'est spontanément présentée à mon esprit, articulée à celle du diagnostic. Je me suis demandé s'il existait différents usages du diagnostic et ce que ces usages pouvaient nous apprendre à propos de la responsabilité d'un être et avec elle, de sa construction subjective. La situation qui m'est d'abord venue à l'esprit, très rapidement, est celle de Louis Althusser. Althusser, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, fut un philosophe qui, à une époque où il enseignait et résidait à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, étrangla, un matin de novembre 1980, son épouse, avec qui il était en relation depuis 30 ans. Son histoire, lorsque je l'avais découverte, avait suscité mon intérêt justement de par la question de la responsabilité qu'elle posait et que lui-même, Althusser, a interrogée. Et c'est cette même question qui me fait m'y pencher à nouveau aujourd'hui, et plus précisément, donc, la question du diagnostic articulée à celle de la responsabilité. Car Althusser avait été diagnostiqué maniaco-dépressif en 1947. Après le meurtre de son épouse, le tribunal détermina, en prenant appui sur l'article 64 du Code pénal français, que celui-ci se trouvait inapte à être jugé et donc qu'il ne pouvait pas non plus être reconnu responsable de l'acte qu'il avait commis. Et c'est son diagnostic et son traitement qui furent mis en cause par les 3 psychiatres ayant été appelés à la barre, qui conclurent au fait que l'étranglement s'était produit au cours d'un épisode hallucinatoire iatrogène compliqué par une dépression mélancolique. Iatrogène, c'est-à-dire dû au traitement. Ainsi, le diagnostic et le traitement correspondant devinrent, suite à l'acte commis, point de bascule dans la vie d'Althusser, le tribunal ayant décidé, pour reprendre les mots du journaliste Richard Seymour, qu'il n'était responsable ni de sa pathologie, ni de son hallucination, ni de son acte. Le cas d'Althusser n'est-il pas paradigmatique de l'incidence qu'un diagnostic et son maniement peuvent avoir dans la vie d'un être ? Car dans son cas, ce sont les conclusions des experts psychiatres qui devinrent le couperet, l'instrument avec lequel le sort de cet homme fut tranché. Ce fut le diagnostic qui prima sur la parole de l'homme, au point de faire du non-lieu qui en résulta une sentence éternelle, la pierre tombale du silence, disait Althusser. Sans dette possible à payer symboliquement, le devenir qui avait été dessiné pour lui était celui d'un irresponsable. Voici donc la question que je me pose à ce stade de ma réflexion. Le diagnostic peut-il aller dans le sens de la subjectivation ou au contraire, produit-il des effets désubjectivants en déresponsabilisant ? Pour avancer, je vous propose tout d'abord d'explorer la question du diagnostic du côté du clinicien. Pour ce faire, je vais commencer par vous raconter une anecdote. Alors que je discutais, il y a quelques mois, de banalité avec la coiffeuse qui ce jour-là s'occupait de mes cheveux, celle-ci me demande ce que je fais comme métier. À ma réponse, psychothérapeute, elle réagit en disant « Alors de quoi les gens se plaignent ? Puisque s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils se plaignent. » J'avais été surprise qu'elle introduise d'emblée la question de la plainte et non celle de la souffrance. De retour chez moi, je trouvais dans le manuel clinique de psychanalyse la définition suivante du mot plainte, souffrance adressée à quiconque. Je pensais alors à la question inaugurale mise au point par Fernando de Amorim et utilisée lors du premier rendez-vous clinique. Qu'est-ce qui vous fait souffrir ? À partir de la remarque de la coiffeuse et de ma lecture du manuel, j'entendais alors le fait d'examiner la souffrance et non simplement d'accueillir la plainte comme une première rectification de la part du clinicien. D'adresser à quiconque, elle devient adressée au clinicien. D'un « je me plains » venant du moi peut dès lors émerger un « je souffre » impliquant l'être. Dans la cartographie, la plainte se situe dans la 2e colonne, aux côtés de la demande.
Ainsi, un patient qui arrive avec un diagnostic psychique qui lui a été communiqué par un médecin ou un psychiste ou duquel il s'est lui-même affublé, tout comme le patient qui écume les cabinets à la recherche d'un diagnostic auquel s'arrimer, toutes ces manipulations du diagnostic ne sont-elles pas finalement des modalités de la plainte portées par un désir de reconnaissance qu'il revient dès lors au clinicien d'examiner, mais sans y répondre? Car ce n'est pas de mettre à disposition d'un patient un diagnostic qui produit des effets cliniques. Le diagnostic structurel est utile au clinicien, et ce pour conduire la cure, dès lors qu'il tombe comme un frémur, pour reprendre l'expression d'Amorim. Ainsi, pour prétendre produire des effets subjectivants, il importe donc que le clinicien puisse s'en tenir à la fonction clinique du diagnostic et non de le détourner pour entraver le choix de l'être qui vient le rencontrer, en décidant par exemple de la poursuite de sa cure et de ses modalités en fonction de la structure psychique de celui-ci. Il importe par ailleurs que le diagnostic structurel puisse être identifié distinctement de celui de la souffrance, car le diagnostic de la souffrance corporelle ou psychique n'est pas figé, nous dit Amorim. Il suit le cours de la libido. Or, ce n'est pas la structure qui fait souffrir, c'est le symptôme. Et à la différence de la structure, le symptôme, c'est-à-dire donc ce qu'il fait souffrir, est évolutif et donc il se traite. Ainsi, le diagnostic fait partie du champ opératoire du clinicien et doit pouvoir y rester circonscrit. De là où j'en suis dans ma réflexion, je n'ai pas trouvé d'argument clinique justifiant de l'introduire auprès d'un patient ou d'un psychanalysant ou de qui que ce soit d'autre. C'est pourquoi il me semble que dès qu'il se trouve en dehors de son champ clinique, il y a à s'alerter sur son devenir. Le risque d'introduire un diagnostic auprès d'un patient serait donc de l'y enfermer en lui fournissant une justification symptomatique qui viendrait avorter le mouvement psychique lui permettant de construire des solutions à partir des souffrances qui l'affectent. Introduire un diagnostic rejoint d'ailleurs ce qu'Amorim nomme les pratiques du phallus, parmi lesquelles il range toute thérapeutique qui introduit quelque chose dans le corps de l'être. Il peut s'agir d'une parole, sous forme de conseil ou d'interprétation de la part d'un psychiste, donc un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute, ou bien de pilules, comme en prescrivent les médecins. Nous pouvons inclure, parmi ces thérapeutiques phalliques, la prescription d'arrêt maladie ou le diagnostic mis à disposition du patient, comme si le signifiant introduit par le clinicien allait résoudre du même coup la souffrance de l'être. L'alternative à ces thérapeutiques phalliques est celle qui n'utilise pas d'objet pour boucher le manque. Mais elle demande au clinicien d'être familier du sien de manque. Cette position, Amorim propose de l'appeler la clinique de l'objet A. Voici ce qu'il en dit. Cette clinique se caractérise par le manque incarné par le clinicien, très souvent un psychanalyste. C'est le manque qui produit l'effet thérapeutique dans cette clinique. De quelle manière ? Il provoque la réanimation du désir chez le malade ou le patient au point de l'enflammer d'un désir spécifique appelé désir de savoir. C'est le désir de savoir qui pousse le patient à entrer en psychanalyse, devenir psychanalysant et enfin sujet. Quelques mots à présent pour bientôt conclure, et c'est encore une anecdote qui me vient à l'esprit et qui me fait à nouveau considérer le champ du judiciaire. Peut-être est-ce en ce que la justice vient examiner dans certains moments déterminants de la vie d'un être humain, la question de la responsabilité. Ainsi, alors que j'étais jurée d'assises au procès d'un homme jugé pour un acte criminel, et au terme des expertises lors desquelles différents experts, notamment psychiatres et psychologues, avaient été entendus, l'avocat général, lors de sa plaidoirie, avait prononcé cette phrase. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Cette phrase m'avait à l'époque impressionnée, et elle continue de produire un effet même des années après. Car cette phrase, me semble-t-il, permettait, avec peu de mots, d'identifier les éléments ayant pu conduire la personne alors jugée à commettre les actes pour lesquels elle était alors jugée, mais pour autant, sa responsabilité ne s'en trouvait pas balayée. Or, cet élément me semble tout à fait déterminant pour qu'un avenir soit possible, quelle que soit la situation critique traversée. Au point où nous en sommes,
je me dois tout de même de dire quelques mots pour distinguer le champ judiciaire du champ clinique. Voici la lecture que j'en propose. Si la justice s'adresse avant tout au moi, la psychanalyse vise l'être. La première implique de rendre compte de ses actes vis-à-vis de la société. Elle vise à déterminer si une personne est coupable ou non des faits pour lesquels elle est jugée. La seconde, la psychanalyse, vise la responsabilité de l'être, qui commence avec la manière dont il choisit, cet être, de se positionner face à sa plainte et sa propre souffrance. Examiner la part de responsabilité est, dans les deux cas, la perspective d'un devenir possible et avec elle, d'une possible subjectivation. Et à l'inverse, ce qui altère la temporalité en figeant, tel un diagnostic qui, en déterminant un non-lieu, vient fixer à jamais un être à l'acte qu'il a commis, vient le figer dans un statut d'irresponsable au point que l'avenir dure longtemps, pour faire référence au titre d'Althusser. En l'en rendant irresponsable, il le rend irresponsable pour toujours, sans que celui-ci puisse être intégré dans une trame temporelle et donc sans possibilité de régler sa dette. La visée d'une psychanalyse est que le sujet construise sa responsabilité, nous dit Amorim. Cela signifie qu'il se trouve responsable de son désir et ne nourrit plus de voies symptomatiques. À l'inverse, le moi veut aller vers la destruction. Ainsi, je terminerai avec ces propos d'Althusser qui, dans les dernières lignes de son autobiographie, en vient à reconnaître sa soif de destruction, à laquelle il apporte un éclairage précieux, me semble-t-il, bien loin de son irresponsabilité décidée par les experts psychiatres et par le tribunal. Souvenez-vous, responsable ni de sa pathologie, ni de son hallucination, ni de son acte. Cette reconnaissance de sa volonté de destruction, comme sa remise en cause de son diagnostic, constitue d'ailleurs un point charnière qui va lui permettre d'emprunter une autre voie que celle de la destruction. Je vous en lis un passage. Tout récemment, une amie, qui ne m'avait jamais fait le moindre reproche, ni même avoué ce qu'au fond elle pensait de moi, me déclara comme d'instinct « Ce que je n'aime pas chez toi, c'est ta volonté de te détruire. » Ce mot, dit-il, m'ouvrit les yeux et raviva toute la mémoire de ces temps difficiles. De fait, je voulais tout détruire. Mes livres, Hélène que j'avais tuée, mon analyste, mais pour être bien sûr de me détruire moi-même, comme je le fantasmais dans mes projets de suicide. Et pourquoi cette volonté acharnée d'autodestruction? Sinon parce qu'au fond de moi, inconsciemment, et cette inconscience était monnayée dans d'interminables raisonnements, je voulais à tout prix me détruire parce que depuis toujours, je n'existais pas. Quelle meilleure preuve de ne pas exister que d'en tirer la conclusion en se détruisant après avoir détruit tous les plus proches, tous mes appuis, tous mes recours. La subjectivité, nous dit Amorim, signale que l'être n'a plus besoin d'emprunter la voie de la destruction pour exister et qu'il est prêt à construire. Voilà, donc je ne crois pas que le diagnostic implique d'être manié, pour reprendre le titre que j'avais donné à mon intervention. Manipulé, il l'est parfois, souvent peut-être, et nous avons vu ce que ces manipulations pouvaient produire, mais dans le champ qu'est le sien, dans le champ clinique, le diagnostic permet simplement d'ajuster les techniques à la structure de l'être pour permettre à sa cure d'avancer. Merci.